De nombreux acteurs de l'âge d'or d'Hollywood sont devenus populaires, mais tous ne le méritaient pas. Beaucoup ont obtenu la célébrité simplement grâce à leur apparence ou à des coups médiatiques. De nombreux critiques ont parlé de ces 25 acteurs qui étaient célèbres, mais avaient très peu de compétences en interprétation. Victor Mature. Victor Mature est devenu une star pendant les années 1940 à 1950, malgré les critiques qui fustigeaient son jeu raide et son manque de profondeur émotionnelle. Connu pour des rôles dans des épopées bibliques comme Samson et Delilah et La Tunique, la carrure imposante de Mature et son apparence brûlante en ont fait un favori des studios pour les films axés sur le spectacle. Les critiques soutenaient qu'il se reposait sur son statut d'idole de matinée plutôt que sur son talent. Même Mature plaisantait. « Je ne suis pas acteur et j'ai 64 films pour le prouver. » Sa célébrité provenait de la chance et du timing. Après la grippe blanche, les spectateurs recherchaient l'évasion, et sa présence imposante convenait aux superproductions en Technicolor. Les studios le présentaient comme une figure hors du commun, éclipsant la rigidité de ses répliques. Alors que des pairs comme Marlon Brando adoptaient la méthode de l'actors studio, Mature prospérait à une époque où la grandeur visuelle et le battage médiatique des studios surpassaient les interprétations nuancées. Roy Rogers. Roy Rogers, le roi des cowboys, est devenu une icône des années 1940 à 50 grâce à son personnage de cowboy chantant, incarnant l'Amérique saine. Connu pour des films comme Under Western Stars et son fidèle cheval, Trigger, le charme et le talent musical de Rogers éclipsaient ses compétences d'acteur rudimentaire. Les critiques ont jugé ses performances rigides et monotones, mais le public adorait son comportement joyeux et son image adaptée à la famille. Sa célébrité venait du bon timing. Les spectateurs d'après-guerre mondiale numéro 2 avaient soif de simplicité morale et les rôles sans reproche de Roger offraient une évasion. Les studios ont exploité sa commercialité en l'associant à son épouse, Dale Evans, pour créer une marque relatable toute américaine. Alors que des contemporains comme John Wayne s'orientaient vers des westerns dramatiques, Rogers s'épanouissait dans les séries B et à la télévision, où son chant et sa présence aimable primaient sur le besoin de profondeur. Son héritage perdure en tant que symbole culturel de l'optimisme du milieu du siècle, prouvant que le charisme et la personnalité pouvaient éclipser la rigueur artistique. Esther Williams. Esther Williams, la Million Dollar Mermaid de MGM, a joué dans des comédies musicales aquatiques des années 1940 à 50, comme Bathing Beauty et Million Dollar Mermaid, où sa nage synchronisée, et non son jeu d'actrice, était au premier plan. Ancienne nageuse de compétition, Williams a été choisie pour son athlétisme, avec des films construits autour de ballets aquatiques élaborés. Les critiques ont affirmé que ses répliques étaient monotones et dépourvues d'émotion, mais ses spectacles en Technicolor ont ébloui le public. MGM l'a commercialisé comme une attraction unique, exploitant ses compétences uniques pour créer un genre surnommé Aqua Musicals. La célébrité de Williams reposait sur l'ingéniosité du studio. Ses films étaient des prouesses visuelles, combinant une chorégraphie jeune et somptueuse. Des plateaux. Bien qu'elle manquait de l'étendue dramatique de ses pairs comme Gene Kelly, son talent aquatique remplissait les salles. À une époque d'expérimentation cinématographique, la combinaison de sport et de glamour de Williams a fait d'elle une star, prouvant que le talent de niche et la publicité du studio pouvaient surpasser la critique. Anita Ekberg. Bien qu'elle soit devenue un symbole sexuel international, le jeu d'actrice d'Anita Ekberg était fortement limité par son accent prononcé et une présence quelque peu rigide à l'écran. Célèbre pour des rôles comme celui de Sylvia dans la Dolce Vita, Ekberg était visuellement fascinante, mais échouait souvent à livrer ses dialogues de manière convaincante. Ses performances avaient tendance à manquer de profondeur émotionnelle, en partie à cause des barrières linguistiques, et en partie à cause de sa dépendance à son attrait physique plutôt qu'à un jeu d'acteur nuancé. Les réalisateurs l'ont choisi pour son impact visuel plutôt que pour son talent dramatique, résultant en une renommée reposant davantage sur des images emblématiques que sur l'acclamation artistique. Principalement reconnu comme chanteur, la transition de Pat Boone vers le métier d'acteur a été accueillie avec scepticisme en raison de ses performances remarquablement rigides et monotones. Boone affichait rarement une gamme émotionnelle ou une livraison naturelle des dialogues, apparaissant souvent mal à l'aise ou déplacé dans les scènes dramatiques. Ses films exploitaient généralement sa renommée musicale plutôt que ses talents d'acteur, le mettant en vedette en train de chanter ou de se produire. Les critiques ont remarqué la capacité limitée de Boone à incarner de manière convaincante des personnages complexes ou à susciter une véritable émotion, le marquant comme un acteur populaire mais limité par la critique. John Agar. John.
La carrière d'acteur de Hagar a été marquée par des performances notablement ternes et sans inspiration. Fréquemment critiqué pour sa diction rigide et son expression émotionnelle limitée, Hagar avait souvent du mal à incarner de manière convaincante des rôles nuancés. Le succès de ses débuts de carrière reposait davantage sur ses relations et son charme personnel que sur un talent démontré. Beaucoup de ses apparitions dans des films étaient mémorables pour des raisons non liées à la qualité de son jeu. Malgré ses critiques constantes, Hagar a maintenu une carrière d'acteur stable, mettant en évidence comment le charme personnel et les relations obscurcissaient souvent les véritables compétences dramatiques pendant l'âge d'or d'Hollywood. Tab Hunter. Tab Hunter, le beau blond des années 1950, est devenu célèbre avec des rôles dans Battle Cry et Damn Yankees, bien que les critiques aient critiqué ses performances rigides. Son apparence juvénile et son image d'Américain modèle fabriqué par les studios, promu à travers les magazines pour adolescents et les posters, l'ont propulsé vers la célébrité. Warner Bros. A privilégié sa commercialisation sur ses talents d'acteur, le distribuant dans des mélodrames visant les adolescentes. La gamme limitée de Hunter était évidente dans des films comme The Pleasure of His Company, où sa prestation rigide contrastait avec celle de co-stars expérimentés. Cependant, sa célébrité a prospéré grâce à l'obsession de la culture adolescente d'après-guerre pour les idoles de matinée. Hors écran, la sexualité cachée de Hunter ajoutait une complexité à son personnage, bien que les studios l'aient supprimé pour maintenir son image lisse. Bien que son jeu d'acteur n'ait jamais été acclamé, l'héritage de Hunter réside dans son incarnation de l'idéalisme des années 1950, un produit de la machinerie des studios et de la demande du public pour un plaisir visuel d'évasion. Troy Donahue. Troy Donahue incarnait l'idole adolescente des années 1950 et 60, jouant dans des mélodrames superficiels comme A Summer Place et Parish. Avec ses traits sculptés et ses cheveux en bataille, Warner Bros. L'a cantonné au rôle de séducteur tourmenté, malgré les critiques qui fustigeaient ses performances insipides. Des films comme Susan Slade ont mis en lumière son registre émotionnel limité, mais son alchimie avec des co-stars comme Sandra Dee résonnait avec le public adolescent. La célébrité de Donahue était une invention du studio. Warner l'a agressivement commercialisé comme un beau gosse, en capitalisant sur le box-office de l'époque axé sur la jeunesse. Cependant, sa carrière a vacillé, alors que des acteurs de la méthode comme James Dean ont redéfini le réalisme à Hollywood. Dans les années 1970, Donahue est devenu une icône du camp, ses rôles antérieurs tournés en dérision pour leur artifice. Pourtant, son succès initial souligne comment les studios ont utilisé l'apparence et le typecasting pour répondre aux tendances éphémères, en privilégiant le profit plutôt que l'art. Audie Murphy. Audie Murphy, le soldat le plus décoré de la Deuxième Guerre mondiale, est passé à la comédie dans des westerns comme The Red Badge of Courage et To Hell and Back, où il jouait son propre rôle. Les critiques jugeaient ses performances rigides et émotionnellement distantes, mais le public vénérait son héroïsme réel. Les studios ont exploité son statut de héros de guerre en le distribuant dans des rôles qui reflétaient sa bravoure sur le champ de bataille. Le manque de formation de Murphy se voyait dans ses performances rigides, mais son authenticité dans les scènes de combat apportait de la crédibilité. Des films comme To Hell and Back brouillaient la frontière entre acteur et icône, séduisant le patriotisme d'après-guerre. Alors que des pairs comme Marlon Brando adoptèrent la méthode de l'actorat, la célébrité de Murphy reposait sur sa légende, non sur son art. Sa carrière ultérieure a décliné alors que le public recherchait de la complexité, mais Murphy reste un symbole de la capacité d'Hollywood à monétiser l'héroïsme, prouvant que le patrimoine et le timing peuvent l'emporter sur le talent. Rory Calhoun. Rory Calhoun s'est taillé une niche comme star de western de série B dans les années 1940 à 50, apparaissant dans plus de 80 films, comme The Silver Whip et River of No Return. Les critiques considéraient son jeu d'acteur comme adéquat, mais sans inspiration, souvent éclipsé par sa beauté robuste et son comportement stoïque. Calhoun a prospéré à une époque où Hollywood produisait des westerns à petit budget pour un public peu exigeant, son charme et sa physicalité convenant à des rôles qui privilégiaient l'action plutôt que la profondeur. Sa vie précoce, marquée par un séjour en prison et une réinvention comme cavalier de rodéo, ajoutait une couche d'authenticité à son personnage de dur à cuire, que les studios exploitaient, tandis que des pairs comme Gary Cooper équilibrions la rudesse avec une nuance émotionnelle. L'attrait de Calhoun résidait dans sa fiabilité en tant que genre, cheval de travail. La chance a également joué un rôle. Le boom du western d'après-guerre a créé une demande pour des acteurs capables de monter à cheval et de réciter leurs répliques sans problème. Dans les années 1960, il est passé à la télévision.
en consolidant son héritage en tant que star prolifique, mais sans prétention. La carrière de Calhoun souligne comment l'appétit d'Hollywood pour les films de genre pouvait soutenir des acteurs dont le charisme surpassait l'ambition artistique. Jeff Chandler. Jeff Chandler est devenu célèbre dans les films d'action des années 1950 comme La Flèche brisée et Taza, fils de Cochise, jouant souvent des héros stoïques et moralement rigides. Malgré sa voix de baryton profonde et sa présence imposante, les critiques trouvaient ses performances monotones, dépourvues de la complexité émotionnelle de ses contemporains tels que Burt Lancaster. La célébrité de Chandler reposait sur le typecasting. Les studios ont tiré parti de son aura autoritaire, le faisant jouer des rôles nécessitant plus de physicalité que de subtilité. Une nomination aux Oscars pour Broken Arrow a mis en évidence le tokenisme d'Hollywood plus que ses talents d'acteur. Sa carrière a été soutenue par la chance. L'essor des épopées en Technicolor après-guerre exigeait des acteurs capables d'incarner des personnages plus grands que nature, et le physique remarquable de Chandler correspondait parfaitement. Tragiquement, sa mort prématurée en 1961 a interrompu toute chance de réinvention. Bien qu'il n'ait jamais été acclamé comme un grand acteur, le succès de Chandler révèle comment le Hollywood du milieu du siècle appréciait les archétypes masculins et la grandeur visuelle, souvent au détriment de performances nuancées. John Wayne. John Wayne, le visage des westerns américains, était régulièrement critiqué pour son jeu monotone et sa palette limitée. Les critiques comme Pauline Kael le qualifiaient de personnalité, pas d'acteur. Pourtant, sa carrière s'est étendue sur plus de 50 ans. La renommée de Wayne venait de son typecasting. Son personnage robuste et typiquement américain résonnait avec les idéaux de masculinité du milieu du XXe siècle. Des films comme La Chevauchée fantastique et La prisonnière du désert ont exploité son image stoïque, pas ses talents d'acteur. La chance a également joué un rôle. Son partenariat avec Ford et la promotion agressive de Republic Pictures l'ont transformé en symbole culturel. Le manque de subtilité de Wayne était ignoré, car le public le voyait comme l'incarnation du patriotisme et des valeurs de la frontière, pas un comédien. Son Oscar plus tard pour True Grit a été perçu comme un prix pour l'ensemble de sa carrière, consolidant sa renommée malgré des limitations artistiques. Zsa Gabor. Zsa Gabor, plus mondaine qu'actrice, a bâti une carrière sur le charme et la controverse plutôt que sur le talent. Les critiques l'ont écartée en tant que célébrité professionnelle après des rôles dans des films oubliables comme Moulin Rouge et Queen of Outer Space. Son accent exagéré, son personnage glamour et ses frasques dans les tabloïds la gardèrent sous les projecteurs. La renommée de Gabor était purement le fruit du hasard. Elle est arrivée à Hollywood en tant qu'émigrée hongroise, sans formation, mais elle a maîtrisé l'autopromotion, épousant des hommes riches et apparaissant dans des talk-shows. Les studios l'ont engagée pour sa valeur kitsch, non pour ses talents d'actrice, et les critiques l'ont accusée de jouer son propre rôle dans chaque film. À une époque obsédée par le glamour d'Hollywood d'antan, sa caricature de l'élégance combinée à une manipulation médiatique astucieuse l'a rendue iconique, prouvant que la célébrité ne nécessite pas de talent. George Raft. George Raft est devenu synonyme des films de gangsters des années 1930 à 40, comme Scarface et Chaque aube je meurs. Mais les critiques ont raillé sa gamme limitée et son recours aux rôles stéréotypés. Ses liens réels avec le crime organisé, puisqu'il fréquentait des gangsters comme Bugsy Siegel, prêtaient crédibilité à ses rôles mais étouffaient sa polyvalence. Le jeu rigide de Raft et son numéro répétitif de dur à cuire contrastaient fortement avec des pairs comme James Cagney, qui mêlait dureté et vulnérabilité. Pourtant, sa célébrité a perduré grâce à une image pure et simple. Les studios l'ont commercialisé comme l'incarnation de la menace des rues, une personnalité que le public a adoptée. La malchance a également façonné sa carrière. Il a notoirement refusé des rôles dans High Sierra et Le Faucon maltais, qui ont propulsé Humphrey Bogart à la célébrité. Dans les années 1950, Raft est devenu une autoparodie, apparaissant dans des films noirs kitsch comme Certains l'aiment chaud. Son héritage est une mise en garde sur comment l'obsession d'Hollywood pour le typecasting et le sensationnalisme peut piéger les acteurs dans des niches réduites, même si leur personnalité reste emblématique. Robert Taylor. Robert Taylor, surnommé l'homme au profil parfait de MGM, incarnait le glamour des idoles de matinée des années 1930 à 40. Des films comme Camille et Ivanhoe mettaient en avant son apparence frappante, mais les critiques qualifiaient ses performances de rigides et émotionnellement vides. Le directeur de studio Louis B. Mayer privilégiait l'apparence de Taylor plutôt que son talent.
le choisissant pour des rôles conçus pour mettre en valeur sa beauté, comme le rôle-titre dans Les Chevaliers de la Table Ronde. Sa voix profonde et résonante, ainsi que sa prestance aristocratique, convenaient aux épopées historiques. Pourtant, il avait du mal avec les drames nuancés, souvent éclipsés par des partenaires comme Greta Garbo. La célébrité de Taylor était le produit de la machine à créer des stars de MGM, qui le présentait comme le premier rôle idéal durant l'âge d'or d'Hollywood. Bien qu'il lui manque la profondeur de Spencer Tracy ou de Clark Gable, il a prospéré à une époque qui assimilait la perfection physique au pouvoir des stars. Sa carrière ultérieure a évolué vers la télévision, mais il reste un symbole de la façon dont la glamorisation des studios pouvait éclipser la croissance artistique, prouvant que la beauté seule pouvait soutenir une carrière. Rhonda Fleming. Rhonda Fleming, surnommée la reine du Technicolor, a ébloui dans les films des années 1940 à 50, comme Spellbound et Out of the Past, ses cheveux roux flamboyants et ses traits vifs illuminant l'écran. Cependant, les critiques l'ont rejetée, la qualifiant de bande d'essai Technicolor humaine, affirmant que son jeu manquait de profondeur par rapport à des pairs comme Lauren Bacall. Les rôles de Fleming nécessitaient souvent peu au-delà de son glamour éclatant, comme dans The Spiral Staircase et Gunfight at the OK Corral, où elle servait de contrepoint visuel aux rôles masculins principaux. MGM profitait de son apparence saisissante pour rehausser leur production fastueuse, privilégiant son attrait esthétique au détriment du développement du personnage. Sa renommée reposait sur l'obsession d'Hollywood pour le spectacle visuel après-guerre. Les spectateurs affluaient vers ses films, pour l'évasion, non pour l'intensité dramatique. Fleming a ensuite adopté le travail à la télévision et sur scène, mais son héritage repose sur son statut d'icône Technicolor, rappel d'une époque où les studios marchandèrent la beauté, utilisant les avancées technologiques du cinéma pour masquer les limites artistiques. Jayne Mansfield. Jayne Mansfield, la blonde pulpeuse par excellence des années 1950, a exploité son image hypersexualisée et sa promotion astucieuse pour devenir une icône d'Hollywood, bien que les critiques la qualifient de caricature sans talent. Souvent comparée à Marilyn Monroe, Mansfield manquait de la vulnérabilité ou du sens du timing comique de Monroe, mais compensait par un camp audacieux et une quête incessante des feux de la rampe. Des films comme The Girl Can't Help It et Will Success Spoil Rock'n'Ter la présentaient comme une blague vivante, une ingénue plantureuse et à la voix soufflée, dont les rôles s'appuyaient sur son personnage de blonde idiote. Les critiques ont raillé son jeu d'actrice comme étant unidimensionnel, mais le public l'adorait pour avoir incarné la fascination de l'Amérique d'après-guerre pour l'excès et le kitsch. La célébrité de Mansfield reposait sur le spectacle. Elle organisait des séances photos avec des guépards vivants, portait des robes moulantes et posait célèbrement en bikini en lamé doré, s'assurant de rester un sujet dans les tabloïds. Les studios ont tiré parti de sa notoriété en lui attribuant des rôles qui ne demandaient guère plus que de bouder et de faire des chutes. Sa déchéance tragique, marquée par des films de série B et des scandales dans les tabloïds, soulignait la nature éphémère d'une célébrité construite uniquement sur une persona. Pourtant, l'héritage de Mansfield perdure en tant que protostar de la télé-réalité, une pionnière dans l'utilisation stratégique de la culture de la célébrité. Elle a prouvé qu'à Hollywood, l'ambition et l'audace pouvaient éclipser le talent, ouvrant la voie à de futures icônes qui ont privilégié l'image au détriment de l'artisanat. Steve Reeves. Steve Reeves, un ancien Monsieur Univers, est devenu le visage des épopées péplum des années 1950 à 60, incarnant le héros musclé dans des films comme Hercule et Les Travaux d'Hercule. Avec un physique sculpté pour l'écran, Reeves a été choisi pour sa musculature, non pas pour ses talents d'acteur. Les critiques se moquaient de son jeu rigide et de sa gamme émotionnelle limitée, mais le public affluait pour voir sa force mythique en action. Sa carrière était le produit de l'industrie cinématographique à petit budget en plein essor de l'Europe d'après-guerre, où des réalisateurs italiens comme Pietro Francisci privilégiaient le spectacle à la substance. Le comportement stoïque de Reeves et sa présence statuaire convenaient aux exigences du genre. Il était moins un acteur qu'une incarnation vivante de l'idéalisme classique. La chance a joué un rôle. Le succès d'Hercule a engendré une vague de films péplum, et le nom de Reeves est devenu synonyme du genre. Alors que des contemporains comme Charlton Heston équilibraient la physicalité avec la gravité, l'attrait de Reeves était purement viscéral. Son influence, cependant, est indéniable. Il a jeté les bases pour des stars d'action ultérieures comme Arnold Schwarzenegger, prouvant qu'une silhouette sculptée pouvait soutenir une carrière. L'héritage de Reeves réside dans les marges de l'histoire d'Hollywood.
Un rappel que l'évasion cinématographique prospère souvent grâce à la simplicité, où les muscles parlent plus fort que les monologues. Van Johnson. Van Johnson, le garçon d'à côté de MGM, des années 40 aux années 50, a séduit le public avec son sourire tacheté de taches de rousseur et sa personnalité affable, malgré les critiques qui le qualifiaient d'acteur léger. Des films comme A Guy Named Joe et 30 secondes sur Tokyo ont exploité son attrait de Monsieur Tout-le-Monde, le positionnant comme le héros accessible durant la ferveur patriotique de la Seconde Guerre mondiale. Le jeu d'acteur de Johnson était souvent considéré comme superficiel. Ses performances dans des comédies musicales et comédies manquaient de l'intensité de Brando ou de l'esprit de Cary Grant. Pourtant, sa renommée a grimpé précisément parce qu'il incarnait l'optimisme d'après-guerre, sain, non menaçant et fidèle. La machine à stars de MGM le protégeait, évitant les rôles complexes qui pourraient révéler ses limites. Les cheveux roux de Johnson et sa célébrité accidentelle ajoutaient à son mythe de porte-bonheur. Dans les années 1960, sa carrière a décliné alors que l'Actors Studio remodelait Hollywood, mais Johnson est resté une icône nostalgique. Sa carrière illustre comment les studios fabriquaient des stars pour refléter les idéaux culturels, privilégiant la sympathie sur l'art, témoignage d'une époque où le charme seul pouvait soutenir un acteur principal. Mamie Van Doren. Mamie Van Doren a émergé dans les années 1950 comme l'une des sex-symboles blondes par excellence de Hollywood, une rivale délibérée des studios face à Marilyn Monroe et Jane Mansfield. Connue pour ses cheveux platines, sa silhouette en sablier et son personnage séduisant, la carrière de Van Doren s'est construite sur sa capacité à incarner l'obsession de l'époque pour la sexualité hyper féminine. Des films comme Untamed Youth et High School Confidential l'ont positionnée comme une mauvaise fille rebelle, jouant souvent des rôles de séductrice ou de chercheuse d'or dans des films de série B qui privilégiaient la provocation au détriment de l'intrigue. Les critiques ont rejeté son jeu d'actrice comme caricatural, citant son interprétation exagérée et son manque de nuances émotionnelles. Van Doren elle-même a admis que ses rôles demandaient peu au-delà de remuer les hanches et de battre des selles. Les studios ont exploité son image, la commercialisant comme un symbole sexuel kitsch à une époque où la culture des drive-in pour adolescents prospérait grâce à un divertissement de bas niveau. Sa célébrité reposait moins sur le talent que sur le timing. Les années 1950 recherchaient l'évasion, et le personnage de Van Doren, un mélange d'innocence et de provocation, répondait aux fantasmes adolescents. Alors que Monroe a exploité la vulnérabilité pour rehausser ses rôles, Van Doren s'est tourné vers la parodie, devenant une icône consciente du catch. Sa carrière ultérieure dans les boîtes de nuit et la télé-réalité a souligné son talent pour l'autopromotion, prouvant qu'à Hollywood, un gimmick commercialisable pouvait surpasser l'ambition artistique. John Derek. John Derek a commencé sa carrière en tant qu'acteur principal, remarquablement beau dans les années 1940 à 50, dans des films comme Knock on Any Door et All the King's Men. Mais les critiques l'ont rapidement qualifié d'acteur rigide, qui dépendait de son apparence. Avec sa mâchoire ciselée et son regard sombre, Derek a été choisi pour incarner le héros romantique tourmenté. Pourtant, ses performances manquaient profondeur. Les réalisateurs le filmaient souvent en gros plans statiques et glamoureux pour masquer sa diction rigide, comme dans les aventures de Haji Baba. Dans les années 1960, frustré par le typecasting, Derek s'est tourné vers la réalisation, où il s'est fait remarquer en mettant en avant ses femmes dans des films d'exploitation comme Fantasies. Sa carrière d'acteur a souffert de sa gamme limitée. Les rôles dans les films de cap et d'épée et les westerns nécessitaient peu au-delà de la présence physique. Les critiques soutenaient qu'il jouait avec ses pommettes, privilégiant la pose sur performance. La réputation ultérieure de Derek en tant que figure de type Svengali, obsédé par l'élaboration de personnages féminins érotisés, a éclipsé sa renommée initiale. Sa trajectoire souligne la tendance d'Hollywood à privilégier l'esthétique au détriment du talent, ainsi que les écueils liés au fait de s'accrocher à un statut de vedette déclinante dans une industrie en mutation. Lex Barker. Lex Barker a hérité du rôle de Tarzan de Johnny Weissmuller à la fin des années 1940, jouant dans 5 aventures dans la jungle qui exploitaient son physique athlétique et son allure aristocratique. Des films comme La Fontaine magique de Tarzan mettaient en avant son corps sculpté, mais révélaient son jeu monotone et son manque de connexion émotionnelle. Les critiques le raillaient comme une statue parlante, arguant qu'il manquait de la rudesse et du charisme primitif de Weissmuller. La carrière de Barker après Tarzan reposait sur son apparence.
avec des rôles dans des épopées européennes de sabre et de sandales, où son comportement stoïque convenait au héros mythique. Son jeu était souvent éclipsé par sa personnalité hors écran de Playboy Globetrotter, marié à des stars comme Arlen Dahl et Lana Turner. La célébrité de Barker reposait sur le succès durable de la franchise Tarzan et sur l'attrait de l'Europe pour les beaux Américains dans des spectacles à petit budget. Bien qu'il ait apporté une crédibilité physique au rôle d'action, ses performances manquèrent de nuances, réduisant les personnages à des archétypes. L'héritage de Barker est l'une des contradictions persistantes d'Hollywood. Un acteur célébré pour incarner une masculinité primitive à l'écran, mais toujours limité par les contraintes de son propre art superficiel. Debra Paget. La carrière de Debra Paget dans les années 1950 a été définie par sa beauté éthérée et son cantonnement dans des rôles exotisés, allant de jeunes filles amérindiennes à des danseuses du Moyen-Orient. Avec ses traits délicats et ses mouvements de danse sinueux, Paget est devenue une figure incontournable des spectacles en Technicolor, bien que les critiques l'aient considérée comme un accessoire humain dans des films plus intéressés par les visuels que par la narration. Ses performances dans Les 10 Commandements et Love Me Tender ont été critiquées pour leur jeu rigide, le réalisateur Fritz Lang s'étant apparemment exaspéré de son manque d'amplitude pendant Le Tombeau hindou. La célébrité de Paget reposait sur sa capacité à personnifier le regard masculin comme fantasme, innocente mais sensuelle, souvent vêtue de costumes révélateurs. Les studios la présentaient comme un élément décoratif, dans des productions somptueuses, une stratégie qui la limitait à des rôles unidimensionnels. Dans les années 1960, désenchantée par Hollywood, elle prit sa retraite prématurément, qualifiant plus tard sa carrière de « beau prison ». L'histoire de Paget reflète une époque où les actrices étaient davantage valorisées pour leur esthétique que pour leur art, leur carrière dictée par des systèmes de studio patriarcaux. Fernando Lamas. Fernando Lamas, le Latin lover né en Argentine des années 1950 à Hollywood, a construit une carrière sur des regards enflammés et un accent prononcé, jouant des romantiques élégants dans des films comme The Merry Widow et Dangerous When Wet. Les critiques ont rejeté son jeu d'acteur comme une caricature du machisme latin, s'appuyant sur des gestes clichés et un charme exagéré. MGM l'a cantonné au rôle du passionné étranger face à des stars comme Esther Williams, mais ces rôles nécessitaient rarement une profondeur émotionnelle. Lamas s'est appuyé sur son personnage, plaisantant « Je n'agis pas, je réagis ». Pourtant, ses performances semblaient souvent rigides, surtout dans les scènes dramatiques. Dans les années 1960, il est passé à la télévision et à la réalisation, où son goût pour le mélodrame a trouvé meilleure place. Sa réputation ultérieure en tant qu'icône kitsch et père de Lorenzo Lamas a éclipsé son travail cinématographique. La carrière de Lamas souligne le traitement réducteur d'Hollywood envers les acteurs ethniques, les réduisant à des stéréotypes exotiques. Sa renommée reposait sur une époque qui confondait accent et authenticité, prouvant que le charisme et le typecasting pouvaient maintenir une carrière tout en étouffant la croissance. Alan Ladd. L'intensité stoïque d'Alan Ladd a fait de lui une star dans La Clé de verre et L'Homme des vallées perdues, mais les critiques trouvaient souvent ses interprétations émotionnellement distantes. Sa petite taille et sa voix douce contrastaient avec les hommes principaux traditionnels. Pourtant, des réalisateurs comme George Stevens ont tiré parti de sa présence énigmatique. Dans Shane, le jeu restreint de Ladd convenait au solitaire éponyme, mais dans des drames comme Gatsby le Magnifique, sa réserve semblait creuse. Les critiques l'accusaient de jouer en pilotage automatique, s'appuyant sur ses yeux bleus glacés, et sa menace silencieuse pour compenser une palette d'expressions limitée. La célébrité de Ladd était enracinée dans la fascination de l'Amérique d'après-guerre pour les anti-héros. Ces personnages étaient des marginaux tourmentés, une personnalité que les studios cultivaient soigneusement. Les insécurités personnelles et les stéréotypes ont tourmenté sa carrière. Dans les années 1960, il luttait contre l'alcoolisme et disparaissait de l'importance. L'héritage de Ladd perdure comme une étude de contraste. Une star dont le style minimaliste a résonné avec le public, mais a laissé les critiques sur leur faim, prouvant que la présence à l'écran seule pouvait forger une icône, même si elle ne pouvait pas faire taire les doutes artistiques.